Il existe sur cette planète des villages qui ne devraient pas exister. Pas des villes fantômes, ni des attractions touristiques, mais de vraies communautés vivantes, où des gens élèvent leurs enfants dans des endroits qui feraient faire demi-tour à la plupart d'entre nous sans jamais revenir. Un village où toute la ville fond chaque fois qu'il pleut et où 4000 personnes la reconstruisent à main nue avant la prochaine tempête. Un village où 200 personnes vivent dans un seul bâtiment parce que le climat dehors peut vous tuer. Un village installé dans un volcan actif, sur un continent gelé, où l'eau du rivage peut bouillir. Et un village si petit qu'ils n'ont plus eu de place pour enterrer leurs morts il y a 400 ans. Alors, au bout de 10 ans, ils les déterrent, peignent leurs crânes et les rangent sur des étagères pour faire de la place aux corses suivants. La plupart d'entre nous ne survivraient pas une semaine dans l'un de ces endroits. Les habitants, eux, y survivent depuis des siècles, pas parce qu'ils sont piégés, mais parce que ces lieux impossibles sont leurs maisons. Et une maison, peu importe le danger, c'est quelque chose que les gens ne quittent pas facilement. Voici notre décompte des 10 villages les plus impossibles de la Terre, là où même les habitants ont peur de vivre. Restez jusqu'à la fin, parce que le numéro 1 est une station de recherche construite à l'intérieur d'un volcan actif, sur le continent le plus inhospitalier de la planète, où le sable de la plage est chaud, mais où l'air peut vous geler sur place. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. On veut voir combien de pays cette vidéo va atteindre. Numéro 10, El Caminito del Rey, village d'accès, province de Malaga, Espagne. Dans les montagnes du sud de l'Espagne, à environ 50 km au nord de Malaga, de petits villages se trouvent de part et d'autre de la gorge de Gaitán, un canyon calcaire d'environ 100 mètres de profondeur, avec des parois verticales si proches l'une de l'autre que, dans certaines sections, on voit à peine le ciel depuis le fond. Pendant près d'un siècle, la seule manière pour les habitants vivant de chaque côté de se rejoindre, sans faire un détour d'une journée entière, c'était une étroite passerelle de béton accrochée à la paroi, large d'environ 1 mètre, sans garde-corps, avec 100 mètres de vide jusqu'à la rivière en contrebas. La passerelle a été construite en 1905 pour les ouvriers chargés d'entretenir un projet hydroélectrique. Au fil des décennies, des sections de béton se sont effondrées dans la gorge, laissant des trous comblés par une simple poutre d'acier ou parfois par rien du tout. Les rambardes ont rouillé et se sont cassées. La surface penchait vers l'extérieur, du côté du vide. Malgré son état, les habitants des villages ont continué à l'utiliser tous les jours parce que l'autre option demandait des heures de marche. Des écoliers la traversaient, des agriculteurs chargés de provisions la traversaient. Ce n'était pas une aventure, c'était leur trajet quotidien. Selon les reportages de El País, entre 1999 et 2000, 5 personnes sont mortes en tombant de la passerelle. Le gouvernement espagnol a fermé les accès en 2001. Une nouvelle passerelle a été construite au-dessus de l'ancienne et a rouvert en 2015. L'ancien chemin, avec son béton effrité et ses poutres rouillées, est toujours visible en dessous. Une passerelle d'1 mètre de large, au-dessus de 100 mètres de vide, avec des sections manquantes et sans garde-corps. Pas un sentier touristique, mais un trajet de tous les jours. Pendant 100 ans, traverser un rebord en ruine, au-dessus d'une gorge, c'était simplement la façon de passer de l'autre côté. Numéro 9, Aogashima, île Izu, Japon. À 360 km au sud de Tokyo, dans la mer des Philippines, environ 170 personnes vivent à l'intérieur d'un volcan. Pas près d'un volcan, à l'intérieur. L'île forme le bord d'une caldeira volcanique. À l'intérieur de cette caldeira, il y a un deuxième cône volcanique, plus petit. Le village est construit entre les deux. Selon l'agence météorologique du Japon, Aogashima est classé comme volcan actif. La dernière éruption, en 1785, a tué environ la moitié de la population et a forcé une évacuation totale. Selon le gouvernement métropolitain de Tokyo, l'île est restée vide pendant 50 ans avant que des habitants ne reviennent s'y installer dans les années 1830. Le cône intérieur émet encore des gaz volcaniques. Les habitants cuisinent grâce à la vapeur géothermique qui sort des bouches, à des températures assez élevées pour faire cuire des œufs en quelques minutes. Toute la communauté dépend d'un seul héliport et d'un seul port. Quand le temps se dégrade, les deux deviennent inutilisables. Il n'y a ni hôpital, ni poste de police, ni caserne de pompiers. Les services d'urgence les plus proches se trouvent sur Hachijojima, à 70 km au nord, accessible seulement en hélicoptère et seulement quand les conditions sont bonnes. Par mauvais temps, l'île est livrée à elle-même. 160 000 personnes cuisinant à la vapeur volcanique à l'intérieur d'un double cratère qui a tué la moitié de leurs ancêtres il y a 2 siècles.
Quand le mauvais temps arrive, ils sont seuls sur un rocher au milieu du Pacifique, sans moyen de sortir avant que le ciel se dégage. Et pourtant, ils sont revenus, et ils y vivent depuis 1835. Numéro 8, Matmata, gouvernorat de Gabès, Tunisie. Dans le sud de la Tunisie, les maisons sont invisibles. Aucun toit, aucun mur, aucune porte visible au niveau du sol. Le paysage ressemble à un désert vide, avec des trous circulaires dispersés dans la terre, chacun d'environ 10 mètres de large et 7 mètres de profondeur. Ces trous sont des maisons. Les habitants berbères vivent sous terre depuis des siècles. Selon l'Institut national du patrimoine tunisien, ces habitations sont créées en creusant une cour circulaire dans un grès tendre, puis en taillant des pièces horizontalement dans les parois. La cour centrale est ouverte vers le ciel et apporte lumière et air aux pièces tout autour. Selon les études climatiques de l'université de Sfax, les températures en surface dépassent régulièrement 45 degrés en été et tombent près du point de gel en hiver. Sous terre, la température reste entre 18 et 22 degrés toute l'année. Pas besoin d'électricité, pas besoin de climatisation. La Terre fait tout le travail. En 1976, George Lucas a utilisé l'une de ces maisons souterraines comme décor de la maison de Luke Skywalker sur Tatooine, dans le tout premier Star Wars. Une partie du décor est encore en place aujourd'hui. Le gouvernement tunisien a construit des logements modernes en surface à proximité dans les années 1960 et a encouragé les habitants à déménager. Certains l'ont fait, beaucoup ne l'ont pas fait. Les maisons souterraines creusées par leurs grands-parents restent de plus fraîches, plus calmes et plus stables que tout ce que le village moderne peut offrir. Un village qui a réglé le problème de la chaleur extrême en disparaissant sous terre. Le gouvernement leur a proposé des maisons modernes. Ils ont senti la chaleur, regardé les maisons, puis sont retournés sous terre. L'ingénierie climatique la plus avancée de cette liste est aussi la plus ancienne. Numéro 7, Zhongdong, province du Guizhou, Chine. À l'intérieur d'une grotte naturelle de calcaire, large de 115 mètres, profonde de 230 mètres et haute de 50 mètres, il y a un village. Pas à côté de la grotte, à l'intérieur, des maisons, des sentiers, du bétail, une école et même un terrain de basket, le tout sous le plafond rocheux d'une seule et immense caverne. Selon le gouvernement provincial du Guizhou, environ 100 personnes issues de 18 familles vivaient encore dans la grotte aussi récemment qu'en 2008. La grotte offrait un abri naturel contre les fortes pluies de la région et contre les vents de montagne qui frappent les villages exposés à cette altitude. L'école dans la grotte était la dernière école grotte de Chine. Selon China Daily, le gouvernement central l'a fermée en 2011, estimant qu'une école dans une grotte donnait une image incompatible avec les objectifs de développement national. Certaines familles sont parties, d'autres sont restées. Il n'y a pas d'eau courante. Les habitants récupèrent l'eau de pluie et l'eau qui s'infiltre naturellement à travers le calcaire. L'électricité est arrivée au début des années 2000 grâce à un câble tiré sur plusieurs kilomètres à travers le relief montagneux. Un terrain de basket à l'intérieur d'une grotte. Une école que le gouvernement a fermée parce qu'il avait honte qu'elle existe. Les familles qui ont construit leur vie à l'intérieur d'une montagne n'y voyaient même pas de la pauvreté. Elles y voyaient un refuge. La grotte a tenu la pluie à l'écart et a coupé le vent pendant des générations, bien avant que le monde extérieur remarque leur existence. Numéro 6, Coober Pedy, Australie méridionale. Dans le désert rouge du centre de l'Australie, à 840 km au nord d'Adélaïde, environ 60% des 2500 habitants vivent sous terre. Pas dans des sous-sols, mais dans des maisons creusées horizontalement dans des collines de grès, avec chambres, salons, cuisine et, dans certains cas, piscine, entièrement sous la surface. Selon le département du développement de l'Australie méridionale, la ville a été fondée en 1915 après la découverte d'opale. Elle produit aujourd'hui environ 70% des opales de qualité GEM dans le monde. Les températures en surface dépassent régulièrement 45 degrés. Sous terre, elle reste entre 23 et 25 degrés toute l'année. Le grès est assez tendre pour être creusé avec un équipement minier standard. Agrandir une maison, c'est simplement creuser une nouvelle pièce. Certaines maisons souterraines ont été agrandies pendant des décennies et comptent maintenant des dizaines de pièces. Il y a une église souterraine, une librairie souterraine et un bar souterrain. Le paysage en surface est criblé de milliers de puits de mines dont beaucoup ne sont ni signalés ni couverts. Selon le gouvernement d'Australie méridionale, quitter les chemins balisés présente un vrai risque de tomber dans un puits abandonné. Une ville où les gens vivent sous terre, creusent de nouvelles pièces quand ils veulent plus d'espace et vont travailler sur une surface pleine de trous assez profonds pour les faire disparaître. Les opales qu'ils extraient valent des millions. Les maisons qu'ils creusent ne coûtent presque rien.
Et la seule direction dans laquelle la ville peut grandir, c'est vers le bas. Numéro 5, Hallstatt, Haute-Autriche. Autriche. Dans les Alpes autrichiennes, au bord du lac Hallstätter See, il y a un village si serré entre le lac et la montagne verticale qui se dresse juste derrière qu'il n'y a presque pas de place pour les vivants. Et il n'y a certainement pas de place pour les morts. Depuis plus de 400 ans, les corps sont exhumés au bout de 10 à 15 ans. Les crânes sont nettoyés, blanchis au soleil, puis peints avec le nom du défunt et des symboles décoratifs, des feuilles de chêne pour les hommes, des fleurs pour les femmes. Les crânes peints sont ensuite placés dans le Beinhaus, une maison des ossements, et empilés sur des étagères aux côtés de plus de 1200 autres. La tombe est alors réutilisée. Selon le musée du patrimoine de Hallstatt et le diocèse de Linz, cette pratique est née d'une nécessité physique absolue. Le village est coincé sur une bande d'environ 300 mètres de large entre le lac et une montagne qui monte tout droit à plus de 1000 mètres. Il n'y a jamais eu assez de terre pour des enterrements permanents. Les morts devaient laisser la place aux morts suivants. Le dernier crâne ajouté l'a été en 2011. Il appartenait à une femme morte en 1983 qui avait demandé ce traitement traditionnel. Les 1200 crânes peints restent sur leurs étagères, leurs noms bien visibles, regardant les visiteurs à travers la vitre. Un village si petit que les morts doivent être déplacés pour faire de la place aux morts suivants. Des crânes peints avec des noms et des fleurs rangés sur des étagères parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où les mettre. À Hallstatt, la mort n'est pas permanente. C'est un bail de 10 ans. Nous sommes à mi-chemin et les villages qui restent sont encore plus extrêmes. Si vous regardez toujours, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater la suite. Et dites-nous dans les commentaires quel village vous semble le plus incroyable jusqu'ici. La dernière fois, nous avons eu des spectateurs venant de plus de 40 pays. Voyons si nous pouvons faire encore mieux. Numéro 4, l'île de Huaiyu, comté de Penghu, Taïwan. Dans l'archipel de Penghu, au large de Taïwan, il y a une île en train d'être avalée par sa propre jungle, pendant que ses derniers habitants la regardent que disparaître. Environ 30 personnes y vivent encore. Il y a 3 décennies, ils étaient plusieurs centaines. Les jeunes sont partis vers l'île principale, puis les personnes d'âge moyen les ont suivis. L'école a fermé, les commerces ont fermé. Les maisons ont été verrouillées et les lianes ont commencé à tout envahir. Selon le gouvernement du comté de Penghu, Huaiyu faisait autrefois vivre plus de 500 personnes. Le déclin a commencé dans les années 1980, quand les jeunes générations sont parties chercher du travail sur l'île principale. Sans entretien, les maisons traditionnelles en pierre se sont fissurées, les toits se sont effondrés. Les arbres ont poussé au milieu des salons, la mousse a recouvert les escaliers et des rues entières sont devenues des tunnels de verdure. Selon des entretiens publiés par l'agence de presse centrale de Taïwan, les habitants restants, pour la plupart âgés, décrivent leur village comme un endroit qu'ils regardent disparaître autour d'eux. Les voisins partent un par un, les maisons s'éteignent, le silence grandit. Un village qui ne meurt ni d'une catastrophe ni d'un danger. Il meurt de l'absence. Les maisons sont encore debout. Les rues sont toujours là, mais les gens s'en vont, et la jungle remplit le vide derrière eux. La chose la plus impossible dans ce village, ce n'est pas la manière dont on y vit. C'est la manière dont un lieu peut mourir, alors que tout ce qui le compose reste parfaitement intact. Numéro 3, Djenné, région de Mopti, Mali. Au centre du Mali, il existe une ville construite entièrement en terre. Murs, sol, tours, escaliers. Et le plus grand bâtiment en briques de terre du monde, la grande mosquée de Djenné, haute d'environ 20 mètres. Chaque centimètre carré est fait de terre séchée au soleil, mélangée à des balles de riz et à de l'eau. Chaque année, la saison des pluies arrive. Et chaque année, la pluie fait fondre la ville. Selon l'UNESCO, le festival annuel du crépissage réunit toute la communauté pour replâtrer la mosquée avant l'arrivée des pluies. Environ 4000 volontaires se rassemblent en une seule journée. Les hommes transportent la boue depuis des fosses au pied du bâtiment. Les femmes apportent l'eau. Les enfants mélangent la matière en la piétinant. Des équipes grimpent sur les poutres de bois qui dépassent en permanence des murs et appliquent la boue fraîche à la main. Selon l'ethnographe Jean-Louis Bourgeois, cet événement est à la fois une célébration et une opération d'ingénierie d'urgence. La boue doit être appliquée avant les pluies. Sinon les murs s'affaiblissent et s'effondrent. Les maisons privées suivent le même cycle. Les familles qui n'entretiennent pas leurs murs risquent la rupture de la structure. La ville suit ce rythme depuis plus de 700 ans. Elle n'est pas simplement réparée, elle est reconstruite. Chaque mur, chaque surface, chaque année. Une ville qui fond et qui est reconstruite chaque année depuis 700 ans.
4000 personnes recouvrant une mosquée de boue fraîche parce que, si elles ne le font pas, la pluie l'effacera. Chaque mur est une décision. Chaque couche d'enduit est un engagement. Et le jour où l'entretien s'arrête, la ville disparaît. Numéro 2, Whittier, Alaska, États-Unis. Dans une vallée étroite sur la côte du Prince William Sound, à environ 100 km d'Anchorage, presque tous les 220 habitants de la ville vivent dans le même bâtiment. Un seul bâtiment, les Begich Towers, 14 étages. Des appartements, un bureau de poste, une épicerie, un poste de police, le bureau du maire, une clinique médicale et une école, tout est à l'intérieur. Les enfants vont de leur appartement à leur salle de classe sans sortir dehors. Parce que sortir dehors, c'est justement le problème. Selon le département des transports de l'Alaska, Whittier reçoit environ 7,5 mètres de neige par an. Les vents dépassent régulièrement 150 km par heure. Le bâtiment était à l'origine une caserne militaire construite en 1957. Quand l'armée est partie, les civils sont restés dans le bâtiment. La seule liaison terrestre avec la ville est le tunnel commémoratif Anton-Anderson, long d'environ 4 km, qui partage une seule voie avec le chemin de fer de l'Alaska. Les voitures et les trains passent chacun leur tour. Selon le département des transports de l'Alaska, le tunnel ferme à 22h30 et rouvre à 5h30 du matin. Après 22h30, aucun véhicule ne peut entrer ou sortir de Whittier par la route jusqu'au matin. La ville s'est coupée de toutes les routes du monde pendant 7 heures, chaque nuit. 220 personnes dans un seul bâtiment. Un seul tunnel. Il ferme à 22h30. Il rouvre à 5h30. L'épicerie est au bout du couloir. L'école est à l'étage. Le poste de police est 3 étages plus bas. Et dehors, plus de 7 mètres de neige et un vent capable de vous faire tomber. Une communauté entière dans une boîte de béton parce que la météo a décidé que sortir dehors était facultatif. Avant de révéler le numéro 1, regardez le bouton d'abonnement. S'il n'est pas encore rouge, corrigez ça et laissez un commentaire pour nous dire quel village impossible vous a le plus choqué. Nous les lisons tous, un par un. Numéro 1. Deception Island, île Shetland du Sud, Antarctique, est maintenant le lieu où des humains ont choisi de vivre à l'intérieur d'un volcan actif, sur le continent le plus inhospitalier de la Terre. Deception Island est une caldeira volcanique située dans les îles Shetland du Sud, à environ 100 km au nord de la péninsule antarctique. L'île forme un anneau de roches volcaniques d'environ 15 km de large. La caldeira a été envahie par la mer à travers une étroite ouverture appelée Neptune's Bellows, créant un port naturel à l'intérieur même du volcan. Le fond du port est chauffé par le magma, le sable de la plage est chaud au toucher, même quand l'air descend sous moins 20 degrés. Entre le début des années 1900 et 1969, plusieurs pays ont exploité à l'intérieur de la caldeira des stations baleinières, des bases militaires et des stations de recherche. Les Britanniques ont maintenu une base permanente de 1944 à 1969. En 1967, puis de nouveau en 1969, le volcan est entré en éruption. L'éruption de 1969 a détruit la base britannique. La boue et la lave ont enseveli des sections de la station. Le personnel a été évacué par bateau à travers Neptune's Bellows pendant que le volcan entrait en éruption tout autour d'eux. La base a été abandonnée pour toujours. Les restes enfouis sont encore visibles. Des structures rouillées et des bâtiments effondrés, figés par le froid antarctique qui conserve tout. Aujourd'hui, l'Argentine et l'Espagne exploitent des stations de recherche d'été à l'intérieur de la caldeira. Les chercheurs dorment sur l'île pendant plusieurs mois chaque année, à l'intérieur d'un volcan actif. Selon le Global Volcanism Programme de la Smithsonian Institution, le volcan est classé comme agité. L'activité sismique y est continue. Les visiteurs qui débarquent à Pendulum Cove peuvent creuser dans le sable volcanique et s'asseoir dans une eau naturellement chauffée, tout en étant entourés de glace antarctique. La température passe d'agréable à brûlante en quelques mètres seulement. Aucun repère n'indique clairement quelles zones sont sûres. Le volcan est entré en éruption 3 fois au XXe siècle. Les chercheurs savent que la 4e n'est pas une question de savoir si elle arrivera, mais quand elle arrivera. Et pourtant, chaque mois de novembre, ils reviennent. Le lieu le plus impossible de cette liste n'est même pas un village. C'est une station de recherche à l'intérieur d'un volcan, sur un continent gelé, occupé par des gens qui ont calculé les risques et décidé que ce qu'ils pouvaient apprendre valait la peine de courir le risque que le volcan leur rappelle qu'il est toujours vivant. 10 villages, 5 continents, des milliers d'années d'obstination humaine. Chacune de ces communautés existe dans un endroit où la logique dit que personne ne devrait vivre. Des falaises sans garde-corps,
Des cratères sans air, des grottes sans lumière, des déserts sans ombre, des villes qui fondent sous la pluie. Des bâtiments qui vous enferment la nuit, des îles que la jungle dévore vivantes, des cimetières qui recyclent leurs morts, et un volcan sur un continent gelé où l'eau du rivage peut bouillir. Et pourtant, dans chaque cas, les gens sont restés, pas parce qu'ils ne pouvaient pas partir. Beaucoup ont reçu des offres de relogement. Beaucoup savent exactement ce que le monde moderne a à offrir. Ils sont restés parce que les endroits où ils vivent, aussi impossibles soient-ils, ne sont pas seulement des lieux. Ce sont des identités, construites au fil des générations, gagnées par la survie et transmises par des traditions qu'aucun programme gouvernemental, aucune offre de réinstallation et aucune alternative confortable ne peuvent remplacer. Le reste du monde mesure la qualité de vie en infrastructure, en accès et en confort. Ces villages la mesurent avec quelque chose de plus ancien, de plus difficile à nommer, et quelque chose qui, une fois perdu, ne revient pas. Quel village vous a semblé le plus impossible ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, alors vous savez déjà que cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous et activez les notifications. La prochaine vidéo vous emmène dans un endroit encore plus impossible. On s'y retrouve.